Deuxième partie de ce cours conférence. Grand B. Des pratiques d'information différenciées selon les individus, les groupes sociaux et les territoires. Petit 1. Des pratiques différentes selon l'âge et la catégorie sociale. Pour travailler sur les pratiques différentes selon l'âge et la catégorie sociale, on va ouvrir nos livres à la double page 214-215. Et il y a deux documents qui nous intéressent. Ce sont les documents 1 et 3 de cette double page. Alors, le premier document, vous le voyez, c'est un graphique. Enfin, ce sont 4 graphiques qui envoient à des valeurs relatives. Je vous rappelle que les valeurs relatives, ce sont des pourcentages, à distinguo des valeurs absolues, qui, elles, sont des données factuelles à partir desquelles on fabrique les pourcentages. Donc, ici, on a ensuite une division par tranche d'âge. En fait, vous avez des couleurs, donc de 18 à 24 ans, ils sont en vert, en orange 25 à 34, enfin c'est pas en, il y a deux oranges entre guillemets. Enfin, il y en a un qui est, en fait c'est mal rangé parce qu'en fait le bon bref, moi j'aurais fait une autre gamme de couleurs, mais donc on a un premier orange qui est 25-34, un deuxième orange qui en fait est un peu plus jaune en 35-44, on revient sur 45-54 sur du bleu, puis du vert pour la dernière tranche. Vous voyez que là, en termes de représentation graphique, on n'est pas du tout dans quelque chose qui a un sens. J'aurais sans doute fait autrement. Donc, on parle des sources d'informations différentes selon l'âge. Donc en fait, attention, parce que le piège, ça serait de penser que la somme des pourcentages de chacune des catégories fait 100, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, ce qui fait 100, c'est la totalité des tranches d'âge découpées dans chacun des médias. Si vous prenez 64 plus 5 plus 6 plus 24, alors 24 et 6, 30, 64 et 5, on est presque à 70, donc si on enlève les virgules, c'est cela, vous voyez. En fait, on divise la tranche d'âge 18-24 ans. Qu'est-ce qu'ils écoutent ? 64% d'entre eux ont comme première source d'information Internet, 5% la radio, 6% la presse papier et 24% la télévision. Ça marche ? Voilà comment il faut lire ces données. Et donc selon l'âge, vous voyez bien qu'il y a ici des différences si on compare les 18-24 ans avec les 55 ans. Pour Internet, et bien évidemment, c'est la grande différence. Et puis pour la télévision, c'est aussi la grande différence. Les nuances sont moins prononcées pour la radio et la presse papier. Le document 3, il est multiple. Sur la page d'à côté, vous avez un petit texte écrit par Barbara Chazelle dans un article de Métamédia qui datait du 23 janvier 2018, et on l'a accompagné, ce texte, d'un graphique qui a été publié pour la Croix en janvier 2018. Donc on a des dates qui sont équivalentes et qui reviennent sur l'intérêt inégal pour l'actualité. Donc je vous invite à lire ce texte et à mettre en parallèle les deux documents pour consigner ensuite une trace écrite que je ne vais pas vous laisser élaborer vous-même. Celle-ci, c'est moi qui vais vous la donner. Alors qu'est-ce qui mérite du coup d'être retenu ? Eh bien, qu'en fonction de l'âge, il y a des différences. Et la première différence, c'est celle qu'on a illustrée avec le document 1. C'est-à-dire les jeunes vont plus sur Internet pour s'informer que les autres catégories sociales. La nuance, elle est apportée par le document 3. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont sur Internet, mais pas forcément pour accéder à de l'information. C'est-à-dire que l'usage est avant tout fait d'Internet comme outil de communication. Et on le retrouve notamment par l'usage très intensif qui est fait des 18-24 ans des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, la génération suivante se lance dans l'utilisation d'un autre réseau social au point de
ringardiser le premier. C'est-à-dire que pour votre génération, Facebook c'est déjà un petit peu un truc ringard de vieux, alors qu'il y a 10 ans c'était vraiment le truc à la mode des jeunes, et les vieux étaient pas du tout dans le coup. Aujourd'hui vos parents se sont appropriés Facebook et du coup c'est devenu ringard à vos yeux parfois. Voilà, il y a une caricature, page 215, vous l'aurez remarqué sur le document 4, normalement vous l'avez vu, qui représente justement les jeunes et l'information, c'est-à-dire qu'ils vivent dans leur bulle sur leur téléphone portable en échappant un petit peu à l'information avant que celle-ci ne vous rattrape, et c'est un exemple avec la crise du coronavirus par exemple. C'est une généralité, c'est évidemment pas l'exception, il y a des jeunes très très informés. Différence dans l'âge, eh bien aussi parce que la fréquentation du coup des médias classiques, on pourrait mettre classique entre guillemets dans notre trace écrite, eh bien elle est d'abord liée à des tranches d'âge supérieures. Et plus on vieillit finalement, plus on est dans les médias classiques. Alors attention, le piège ça serait de penser que en vieillissant on se tournerait davantage vers ces médias-là, ce qui n'est pas le cas. Plus on vieillit, pas plus on regarde la télé, mais il y a, alors c'est pas totalement faux non plus pour les personnes âgées, mais il y a il faut comprendre qu'il y a un effet générationnel, c'est-à-dire qu'en fait les gens ils continuent à regarder ou à se référer aux médias qu'ils avaient l'habitude de consommer. En fait, ce sont les habitudes de consommation des médias, on a parlé déjà de la consommation précédemment, de la communication, qui reste la même. Ça marche, c'est pas parce qu'en vieillissant, vous n'allez pas vous détourner d'internet pour vous mettre à regarder la télévision. J'ai du mal à le penser. Vous continuerez à regarder internet et peut-être que vos enfants y feront autrement avec leur puce implantée dans le crâne. Bon, on est dans la science-fiction, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une allégorie, on ne sait pas encore de quoi est fait l'avenir. Et nous on vit le présent, c'est les historiens qui raconteront ce que vous êtes en train de vivre. Ça marche? Donc il faut se garder de cet écueil. Autre document qui nous intéresse, toujours sur cette double page, on s'intéresse aux documents 2, 5 et 6. Donc on a un texte, c'est le document 2, qui vient qui a été écrit après un entretien avec Dominique Pasquier, qui avait écrit un livre qui s'appelait L'Internet des familles modestes, enquête dans la France rurale. Un texte qui est à mettre en parallèle avec deux autres textes, d'auteurs différents. Le document 5, lui, il revient sur les usages populaires des informations, et le document 6 sur le rapport à l'information des catégories supérieures. Donc, précédemment, on a travaillé sur les différences liées à l'âge. Maintenant, je vous demande de lire ces documents et de vous poser des questions sur les différences liées aux catégories sociales. Donc, gardez bien cette idée en tête quand vous lisez les documents et essayez de vous demander cette fois qu'est-ce qu'il y a comme différence dans l'accès à la communication et à l'information au regard des catégories sociales. Ce qui mérite d'être retenu, maintenant que vous avez lu ces documents, c'est qu'il y a des différences avec les catégories sociales. Bon, ici, j'ai pas l'impression de révéler un scoop. En fait, globalement, les personnes diplômées vont plus souvent sur les sites des médias et cherchent à approfondir les questions. Alors que les jeunes et les classes les catégories socio-professionnelles, comme on dit en langage sociologique, on parle de CSP++, de CSP-, pour faire simple, plus on appartient à une catégorie populaire, plus on se contente souvent du titre. Et il y a aussi une différence entre l'écrit et l'image, c'est-à-dire qu'en fait, plus on a un niveau d'études important, plus on va chercher à lire des informations contradictoires, alors que quand on est dans des catégories plus populaires, sociologiquement parlant, on va davantage chercher des images, et donc plus regarder le journal télévisé que lire un journal écrit. Bon, pour parler de ces points, pour synthétiser et finir ce petit 1, les sociologues ils parlent de théorie de la réception. Alors théorie de la réception, eh bien c'est une définition
consignée dans nos cahiers, elle est à la page 214. Donc théorie de la réception, je vous la lis. Les théories de la réception montrent que les messages médiatiques ne sont pas reçus passivement par leurs destinataires. Au contraire, ceux-ci les interprètent et en font des usages qui diffèrent selon leurs valeurs et leur milieu social. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait retenir de ce petit 1, qu'en fait on ne reçoit pas l'information de la même façon et on n'en fait pas la même chose. Il y a donc bien des pratiques différentes selon l'âge et la catégorie sociale. Petit 2, des nuances territoriales. Alors on va revenir un petit peu en arrière dans notre livre. On s'intéresse au graphique qui est page 211. Le graphique page 211, en fait, il va rediviser encore. Alors, on a des données qui viennent ici de l'Institut Reuters, Digital News Report 2015, hein, comme pour le premier graphique. Et donc, on retrouve la même division, télévision, internet, radio, presse écrite. Mais cette fois, au lieu de s'intéresser aux classes d'âge, on s'est intéressé à des territoires différents, des États, et la division de ces moyens de s'informer chez les personnes. Et du coup, vous l'avez sous les yeux, hein, on se rend compte qu'il y a quand même des tendances dominantes. Alors la tendance dominante, c'est que la télévision est très représentée, et puis qu'Internet a une part elle aussi conséquente, et on a même des pays dans lesquels Internet est plus présent que la télévision. C'est le cas au Brésil, aux États-Unis, au Danemark, en Australie, en Finlande. C'est pas le cas en France ni au Japon, hein, par exemple. On voit bien que le poids de la radio n'est pas non plus équivalent dans tous les États. Hein. 3% seulement en France, et il est encore de 14% par exemple en Australie. De même la presse écrite, hein, on est à 14% en Finlande contre seulement 3% en France. Donc il y a bien des nuances ici à travers les territoires. Et c'est ce qui mérite d'être retenu. C'est-à-dire que le rapport aux médias, il est différent d'un pays à l'autre. Et pourquoi ? Finalement, il y a des pratiques culturelles. Il y a une consommation différente selon les territoires des moyens d'information. Bon, ça mérite d'être retenu. Alors, allons plus loin encore. Allons plus loin à l'aide de la diapositive numéro 8. Cette diapositive, elle revient sur la fracture numérique. C'est-à-dire que parfois l'information, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas les moyens techniques d'accéder à l'information. Et avec Internet, la question se pose. Internet n'est pas présent partout. Enfin, c'est pas qu'Internet n'est pas présent, c'est qu'on n'a pas les moyens de se connecter au réseau international, au international, voilà. Je voulais faire mon intéressant, mais j'ai plus le mot en tête. World Wide Web, www, ce qui est l'adresse qui commence la totalité des sites internet. Donc, on peut pas se connecter partout à Internet. Et il en va de même pour la téléphonie mobile. Vous n'avez pas partout du réseau. Et là, on peut imaginer la détresse ou à quel point ça peut être compliqué le confinement pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, qui peuvent pas se connecter et qui du coup peuvent pas suivre les cours que je suis en train de donner ici. On voit bien que ces différences pour l'accès à l'information, elles sont leur importance, elles sont pas à négliger. Alors on parle parfois pour ces zones dans lesquelles on peut pas se connecter à Internet ou pour lesquelles on ne peut pas accéder à la téléphonie mobile de zone blanche. C'est l'expression qui est employée. Bon, pour les territoires, et parler de cette différence d'accès à Internet, on parle aussi de fracture numérique. Alors, fracture numérique, c'est une définition. Vous retrouvez cette définition à la page 214. Donc, page 214. Je vous invite à noter cette définition. La fracture numérique, disparité de l'accès aux technologies informatiques et notamment Internet. Cet écart s'est fortement réduit ces dernières années.
Cependant, en 2018, 40% des plus de 70 ans ne se connectent pas à Internet. Donc, on voit ici que la fracture numérique, elle est liée au territoire, mais elle est également liée aux catégories d'âge, aux tranches d'âge. Bon, globalement, en remarque générale, en termes de géographie, là, globalement, on observe qu'il y a moins de connectés en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Mais, ce que ne dit pas cette donnée, c'est qu'en Afrique, on a des partages de connexion. C'est-à-dire qu'en fait, en Afrique, quand on n'a pas de téléphone portable, eh bien on peut quand même téléphoner par l'intermédiaire d'un téléphone portable. Il y a une diapositive, la diapositive suivante illustre ça, alors je crois qu'elle a le numéro 8 ou 9, là il y a peut-être un problème, mais vous voyez en fait sur cette diapositive un taxiphone. C'est quoi un taxiphone? Eh bien, alors c'est une photo que j'ai prise à Madagascar. En fait, il y a des gens qui n'ont pas de téléphone portable, mais ils ont besoin d'appeler quelqu'un qui a un téléphone portable. Donc ils se rendent dans la rue, voir un taxiphone, et puis ils vont payer la personne qui va faire le numéro et qui va appeler pour vous le numéro. Et puis vous, en fonction du temps de communication que vous avez pris, vous allez pouvoir passer votre coup de fil. Donc on est dans cette situation-là. On n'a parfois pas de téléphone portable, mais on peut quand même appeler quelqu'un. Bon, évidemment, s'il est dans une zone non connectée, on pourra pas parler avec lui. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas équipé que ça empêche la communication par l'intermédiaire de cet outil. Il y a des partages de connexion qui sont mis en place et qui sont souvent rémunérés. Et on voit parfois des situations qui pourraient paraître de prime abord peu probables. Mais j'ai vu à Machanga, alors Machanga c'est une des villes de Madagascar, un marchand qui arrivait de brousse avec sa charrette et tiré par ses zébus, avec des vêtements, bon on est à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde, et puis dans ses habits qui sont parfois en loc, et bien ce jeune homme il sort un téléphone, alors, évidemment pas un téléphone de première génération de sa poche, et puis il se met à appeler. En fait il se met à appeler quoi? Il se met à appeler son intermède commercial qui vient vendre les produits qu'il a dans la charrette, qui est sur le marché, pour lui dire qu'il arrive finalement. Et donc on a quelqu'un qui est en charrette, tiré par les zébus, qui arrive à l'entrée de la ville, donc à l'endroit où le réseau fonctionne, puis il prend son téléphone portable et il téléphone pour dire au collègue avec lequel il travaille, je viens faire ma livraison au marché. Donc vous voyez que on est dans des situations qui sont parfois de l'ordre de l'improbable, mais qui sont dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on a ces technologies parfois qui cohabitent alors que, c'est-à-dire que le téléphone portable est présent alors que l'individu n'a pas de voiture. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, autre exemple de partage de connexion avec la diapositive suivante, c'est un cybercafé cette fois. Donc on est encore à Madagascar. Et donc il y a plein de gens à Madagascar qui n'ont pas internet chez eux, mais qui sont connectés tous les jours au cybercafé. C'est-à-dire qu'en fait ils viennent au cybercafé, et puis ils entretiennent leur page Facebook ou leur page Twitter, et ils vont extraire de l'information, ils vont extraire des contenus pédagogiques aussi. C'est-à-dire qu'en fait souvent ils viennent avec leur clé USB, ils vont télécharger des cours de français, des cours d'anglais, des films vidéo, des images, et puis ils vont mettre tout ça dans leur clé USB, puis ils vont rentrer chez eux avec, parfois pour l'écouter sur leur chaîne stéréo ou quoi, en connectant la clé USB. Donc on est dans ce partage ici de connexion. C'est une autre illustration ici de ce partage de connexion. Bon voilà, fallait que je parle un petit peu de Madagascar au milieu de tout ça. Bon, les territoires. Quand on parle des nuances territoriales, il y a un autre élément intéressant, et c'est la diapositive suivante qui l'illustre. C'est la presse locale. Eh bien oui, Paris-Normandie, Ouest-France, la Provence, le Parisien, ce sont des titres locaux, c'est-à-dire qu'on est lié à des titres qui étaient publiés dans un territoire donné. Donc ce qu'il faut retenir et noter dans vos cahiers ici, c'est que certains territoires, ils ont aussi leurs propres titres locaux. On parle de la presse locale. Et cette presse locale, elle fonctionne encore
assez bien. Alors il y a quand même des titres qui s'essoufflent et qui sont menacés, mais il y a encore une bonne fonctionnalité de ces... Bon, on en reviendra quand on étudiera la presse, mais il faut le noter, ça a bien à voir ici avec la question des territoires. On aime bien lire ce qui se passe près de chez nous. On aime bien avoir un média qui nous informe, un média de proximité sur ce qui se passe près de chez nous. Et puis, même chose, quand on parle des médias locaux, la diapositive suivante, elle revient elle aussi sur quelque chose qui est local. C'est-à-dire les territoires politiques, eh bien, ils produisent aussi leur communication. Ils cherchent aussi à produire de l'information. On a le cas ici avec le magazine d'Évreux Porte de Normandie, de la communauté d'agglomération hébroïcienne, ou autour d'Évreux, avec un numéro qui est dans l'air du temps, entre guillemets, puisque il a à voir directement avec le lycée, vous l'aurez peut-être remarqué, et avec la grande fête du rock qui n'aura sans doute pas lieu cette année. Enfin, je vais pas faire de pronostic, parce que peut-être qu'elle aura lieu, mais évidemment, le rock dans tous ses états, comme d'autres manifestations, est menacé par la crise du coronavirus. Bon, le problème de ces publications, c'est qu'évidemment, là, l'information qui vous est donnée, elle est partielle, ou plutôt elle est partiale. C'est-à-dire que c'est l'organisme politique qui fait de la communication sur son action sur le territoire. C'est-à-dire que c'est l'équipe politique qui est en place et qui a la majorité dans la communauté d'agglomération, qui plus ou moins pilote les publications qui y sont faites. Donc, outils de communication, outils de communication politique, c'est sûr, outils d'information, on pourrait en débattre. On est ici davantage dans ce qu'on a l'habitude de qualifier de marketing territorial. Voilà, alors il est temps de finir cette conclusion, non, on aimerait bien, cette introduction, en se plongeant dans le petit 3, information et pouvoir. Une dernière diapositive pour la route. On a ici face à nous une caricature. Cette caricature, c'est celle de l'ancien président égyptien, Hosni Moubarak, qui avec son tumouche essaye de dissiper Twitter, YouTube, Facebook. Pourquoi ? Parce que en Égypte ont eu lieu les printemps arabes, un processus de contestation sociale du pouvoir en place qui s'est fait dans la rue. Or, le pouvoir contrôlait de façon très stricte toutes les publications dans la télévision nationale comme à la radio qui étaient publiées. Or, avec les réseaux sociaux, eh bien, les Égyptiens, ils ont pu se transmettre des informations, s'organiser, contester le pouvoir. Donc, et ce qui a déclenché la colère de Hosni Moubarak ici, et la sensation de ne pas tout contrôler. Donc, l'idée à retenir et à noter ici, c'est qu'il y a bien un lien entre l'information et le pouvoir. Bon, d'abord parce que savoir, c'est pouvoir décider. Quand on sait, on peut décider. Quand on ne sait pas, c'est plus difficile de prendre une décision. On est à l'aveugle. Donc, pour un pouvoir politique, l'information, elle a toujours été importante. Et elle a toujours été importante parce que c'est celle qui a pu guider les moyens d'action. Maintenant, pour le pouvoir, contrôler l'information, accéder à l'information, c'est aussi empêcher les ennemis politiques potentiels d'agir. C'est-à-dire que il y a toujours eu des guerres de l'information, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un moyen d'agir, de disqualifier l'autre. L'information, de dire, regardez, il vous dit ceci, mais en fait, il fait cela. Donc, on l'étudiera en détail, mais ont eu lieu des campagnes de presse
dont l'objectif c'était de disqualifier un candidat ou de faire l'apologie de son propre candidat ou de son propre point de vue. On appelle ça donc des campagnes de presse qui se sont parfois assimilées à des guerres de l'information. Bon, globalement, en France, on a évolué vers de plus en plus de liberté en matière de la presse et donc d'accès à l'information. Mais la carte page 211, eh bien, elle est là pour vous aider à prendre du recul et à comprendre que cette situation, elle n'est pas partout pareille. On a déjà parlé de la Chine et de son rapport au GAFAM et de sa limitation à l'accès à l'information. Eh bien, la Chine n'est pas le seul pays dans le monde qui censure Internet. Cette carte qui est page 211, elle illustre qu'à Cuba, qu'en Biélorussie, qu'en Iran, en Ouzbékistan, en Corée du Nord, au Vietnam, au Myanmar, au Soudan, en Guinée équatoriale, en Érythrée, en Arabie Saoudite, en Syrie, au Turkménistan, en Azerbaïdjan, en Éthiopie, au Soudan, j'ai dû tous les faire, là, ceux qui sont sur la carte, eh bien, la censure d'Internet n'est pas un mythe, mais bien une réalité avec laquelle les citoyens doivent vivre. Alors du coup, il faut retenir que pour certains pouvoirs, eh bien, la censure, c'est un moyen d'action. La censure, ça consiste à quoi ? La censure, ça consiste à limiter la diffusion de l'information, et surtout les informations qu'on ne veut pas voir circuler. Il y a donc bien un lien ici avec le pouvoir. L'information ne circule pas librement partout. Elle est contrôlée. Bon, et on l'a dit, les réseaux sociaux, ils ont constitué une nouvelle brèche dans ce système pour les pouvoirs totalitaires. Si on revient sur la crise du coronavirus, le lanceur d'alerte, celui qui c'est pas l'État chinois qui s'est mis à dire attention, il y a la crise du coronavirus, etc. Les toutes premières informations qu'on filtrait, elles sont liées au médecin qui a fait la découverte et qui a été le lanceur d'alerte, qui a informé sur Internet les gens, alors que le pouvoir chinois en place, lui, il a cherché à contrôler, à empêcher la diffusion de l'information. Et les médecins français reconnaissent aujourd'hui que l'information qu'on leur a donnée, elle était quand même très déformé par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le virus, il est beaucoup plus contagieux et dangereux que l'information qui nous arrivait de Chine par la voie officielle de l'État chinois. Voilà. Bon, alors, une petite note pour finir ce grand B et cette introduction. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'États qui cherchent à empêcher la circulation de l'information sur Internet. Et en fait, Réseaux sans frontières, et Journalistes sans frontières, qui sont des associations qui militent pour la liberté de la presse dans le monde, ont peut-être trouvé une solution. Parce qu'effectivement, vous pouvez censurer l'accès à des réseaux sociaux. Ça se fait. Ce qui est plus difficile, c'est de contrôler les jeux vidéo en ligne. Et les jeux vidéo en ligne, eh bien, sont des espaces virtuels, des nouveaux mondes alternatifs qui existent en même temps que les nôtres. Il y aurait toute une géographie à faire ici sur ces mondes virtuels. Il y a des géographes qui travaillent sur la question. Et alors il y a eu World of Warcraft par exemple, et puis il y en a un qui est encore célèbre et qui est encore très utilisé dans le monde par de nombreuses générations, c'est Minecraft. Minecraft, c'est un univers virtuel où sont en coprésence de nombreux joueurs. Eh bien, Réseaux sans frontières et Journalistes sans frontières, ils ont décidé de créer une bibliothèque virtuelle à l'intérieur de ce jeu, qui permet de se connecter à des livres qui sont interdits et à des informations qui sont interdites de publication à l'intérieur même de ces territoires. Ce qui fait qu'on a des joueurs qui se connectent sur Minecraft, qui ne sont pas des joueurs en réalité, qui viennent consulter virtuellement une bibliothèque qui leur est avec des documents pour lesquels ils ne peuvent pas accéder en temps normal à l'intérieur de leur pays. Voilà. Bon, on clôt ici notre introduction, et puis on attaque la suite prochaine. Voilà. Merci de votre attention, bon courage à toutes et à tous, et à bientôt.